Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sens. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Il était une fois un livre a le plaisir de retrouver Anne et Laurent Champmassard pour nous présenter leur dernier ouvrage qui s'appelle Libraires envolés, sous-titré Bangkok Damas, aux éditions de la Bibliothèque, collection L'écrivain voyageur. Bonjour Anne et Laurent. Bonjour Nathalie. Là, ça fait une présentation Oui. sous-titre, collection La Bibliothèque et collection L'écrivain voyageur. C'est un récit de voyage. Oui, tout à fait. Vous vous situez un petit peu dans la grande lignée des grands voyageurs, Kipling et compagnie. Alors oui, peut-être, enfin du moins on espère. Kipling, tout le monde serait honoré d'être comparé à Kipling ou de se sentir dans son sillon. Après, le récit de voyage est presque un thème particulier ou un style littéraire qui a fait ses preuves, qui a ses noms. Ça mériterait une analyse plus détaillée de savoir de quel écrivain voyageur on se revendique ou quel serait l'écrivain voyageur dont on se sent le plus proche. Oui, mais en effet, c'est donc quand même dans la collection L'écrivain voyageur. Alors, dire que c'est un récit de voyage, ça peut d'un côté paraître réducteur, puisque c'est comme si dans le récit de voyage primait le récit du vécu, voilà, le relais de ce qu'on a vécu. Le récit de voyage a beaucoup changé au fil des ans. Il peut paraître un peu moins justifié aujourd'hui où les gens sont tant informés, où ils peuvent si facilement aller ailleurs et parcourir le monde. Nous, on conçoit surtout ce texte. C'est un récit de voyage, mais c'est aussi un texte littéraire. On l'a écrit surtout comme un texte littéraire. Oui. Oui. Non, mais le style, j'y serais revenue parce qu'effectivement, le style est littéraire, poétique. Enfin, c'est pas un récit de voyage sans affect. Enfin, je veux dire, c'est pas un guide touristique non plus, quoi. Hein. Oui. C'est pas du tout dans cet esprit-là que je le voyais. Oui, mais c'est assez intéressant la question du genre du récit de voyage, parce que justement, il est souvent à la lisière entre différents genres. Le guide, ce qui informe, ce qui avant ça recensait, ça permettait, voilà, c'était une source d'information. Actuellement, c'est plutôt une source ça s'approche plus de l'autobiographie, c'est-à-dire que l'auteur parle de lui, raconte ses métamorphoses ou ses sentiments. Et d'ailleurs, le fait que le récit de voyage soit un peu spécial dans toute la catégorie littéraire, c'est qu'il suffit de rentrer dans une librairie pour voir que le rayon voyage est séparé du rayon littérature. Oui, tout à fait. Et donc c'est un petit peu quelque chose qui est à la fois réducteur et à la fois peut-être nécessaire. Et donc il s'avère que cette collection L'écrivain voyageur, de toute façon, existe depuis très longtemps à la bibliothèque. Je crois même que c'est une des premières collections de cet éditeur qui aime beaucoup justement les récits de voyage et ce mélange entre la littérature et le vécu dans ce qu'il a de projeté dans la géographie. Parce qu'il pourrait même se lire comme un roman, ce livre. Alors, je dis récit de voyage parce qu'effectivement, on voyage, mais il peut être lu comme un roman, comme... Oui, c'était l'ambition, enfin ça faisait partie du cahier des charges quand on a commencé à le rédiger, c'est-à-dire qu'il y avait une matière qui était celle de l'Asie du voyage, puisque Libraires envolés traite de tout le récit de la partie asiatique, d'un récit qui a été plus large. Nous l'avons conçu, non comme un roman, parce que qui dit roman suppose fiction, alors que tout est vrai dans ce récit. Donc c'est un récit, ou plutôt on pourrait dire une collection de récits. C'est-à-dire que nous avons voulu proposer une collection d'un certain nombre de récits qui chacun pourrait être détaché, comme une nouvelle d'un recueil de nouvelles, mais qui, lu dans un ensemble, fait sens et est conçu comme un récit de voyage total. Vous avez fait en sorte que tous ces récits s'articulent les uns entre les autres pour en faire
un récit à part entière de Bangkok à Damas. À Damas, C'est ça, voilà. bien sûr. Parce Tout que est, c'est également l'autre difficulté du récit de voyage, c'est-à-dire qu'il est souvent très volumineux. S'il rentre dans les détails, je pense notamment par exemple à l'Afrique fantôme de Michel Leiris qui est très volumineuse, ou à toutes les anciennes relations de voyage où les choses sont consignées. Il y a énormément de matière et c'est quelque chose qui est difficile à gérer. Oui. Le fil conducteur, c'est la personne qui voyage. Mais Oui, parce que j'imagine que de Bangkok à Damas, vous avez vécu encore plus d'aventures que celles que vous avez relatées dans votre livre. oui, parce que le périple de l'Asie de l'Est jusqu'à l'Asie occidentale a demandé 3 ans. Donc synthétiser 3 ans d'existence au jour le jour en gros 200 pages ou 180 pages, ça suppose d'isoler ou de choisir des moments marquants, représentatifs et qui font sens dans tout ce qui a été vécu. C'est-à-dire, bien sûr, évacuer tout ce qui est quotidien ou répétitif, mais surtout faire un tri dans ce qui aurait nécessité ou alors ce qui aurait mérité d'être à l'intérieur du texte, mais qui, pour l'homogénéité du tout, a été écarté ou a été simplement évoqué. évoqué rapidement. Pour en faire vraiment un récit cohérent, quoi, Voilà. du début à la fin. Voilà, et qu'il y ait surtout un état d'esprit, une atmosphère, puisque donc on parcourt beaucoup de pays, donc à chaque fois c'est difficile d'entrer dans des univers différents, de poser le décor en quelque sorte, sans saturer le texte d'éléments qui peuvent paraître de description et autres. trop parataxiques ou de cette sorte. Et en fait c'est surtout montrer une évolution aussi dans la façon de voyager et dans les différents pays, les différentes rencontres qui nous ont été données de faire sur la route. Donc, vous avez répondu à la question que je pensais vous poser. Donc, Bangkok-Damas, vous avez fait le chemin en 3 ans, c'est ça? C'est ça, en 3 ans, grosso modo. Ok. Alors, le titre, avant de passer au sous-titre, le titre c'est Libraires envolés. Donc, les libraires envolés, j'imagine que c'est vous. C'est nous. Enfin, d'après le récit, si je l'ai bien interprété, c'est vous. Pourquoi vous vous êtes envolé à un moment donné? C'est très personnel, voire Alors, autobiographique. envolé de Bangkok. Je voulais finir. D'accord. Envolé de Bangkok. Alors, envolé de D'accord. Bangkok, d'accord. Bien en fait, oui, ça s'appelle Libraires envolés. Qui lira le livre saura pourquoi ça s'appelle comme ça, mais on peut déjà déflorer quelque peu le thème. C'est-à-dire que nous étions partis en Asie du Sud-Est, donc à Bangkok, en Thaïlande, pour ouvrir, avec ce projet quelque peu utopique, d'ouvrir une bouquinerie francophone à Bangkok. Nous étions partis donc là-bas avec une certaine masse de livres francophones d'occasion qui étaient emmagasinés dans des bardas militaires et nous les avons transportés là-bas en avion avec nos propres personnes. Et nous avons lancé la démarche de l'ouverture de ce petit commerce. Mais les choses n'ont pas marché telles qu'on l'aurait voulu, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses-trappes et autres pièges, des traverses, des barricades qui nous ont empêchés d'arriver, de concrétiser le but. Donc nous... Qui sont propres, par exemple, au pays, au fait que ce soit à Bangkok ou administratif? Oui, c'était vraiment des obstacles de type administratif. Après, c'est évident que finalement le projet, et d'ailleurs nous le disons dans le texte, mais ceci on ne le savait absolument pas en partant puisqu'on croyait vraiment dans ce qu'on faisait, c'est que c'était infaisable. D'ailleurs, le livre est dédié à l'inconcevable, et c'était une chose inconcevable que nous voulions concevoir. Et sans doute que c'était un prétexte pour partir, effectuer un désamarrage et nous lancer dans un mode de vie que nous ne pouvions pas concevoir
en France, dans une vision classique, habituelle des existences. Alors, pourtant, quand vous êtes parti, dans le livre, vous le dites, vous aviez pour ambition de vendre au moins un livre par jour. Donc on voit tout de suite que c'était inconcevable. Parce que, à 50 centimes d'euros le livre, et même là, c'était compliqué. D'emblée, c'était totalement irréalisable, utopique, presque naïf, on pourrait dire, dans le bon sens du terme. Oui, mais de toute façon, même en Thaïlande, a fortiori, quand on a des bouquins de seconde main qui sont écrits en français, mais le commerce du livre, néanmoins, est problématique sur toute la surface de la planète actuellement. Donc, a fortiori, en Thaïlande, dans les conditions qui étaient les nôtres. Alors, vous vous êtes installé, quand vous êtes arrivé à Bangkok, dans le quartier des ferrailleurs. C'était totalement propice à l'ouverture. Je me suis dit, effectivement, si on veut rester dans le thème du quartier, pour des libraires, c'est peut-être pas gagné d'avance. Vous n'allez pas. C'est vrai que le chaland n'était peut-être pas non plus le plus à même de lire vos livres. Non, mais c'était une rue très vivante, comme beaucoup de rues à Bangkok. Donc dans un climat où les gens vivent dehors, les portes, d'ailleurs il n'y a même pas de portes aux habitations forcément, ouvertes. Et dans notre rue des Ferrailleurs, qui était rythmée par la pulsation du bruit qu'ils faisaient en martelant les barres de fer, c'était une rue et un quartier que nous aimions beaucoup. Il n'y avait pas que des ferrailleurs, il y avait d'autres personnes. Il y avait beaucoup de cantines de rue, des couturiers, une comptable. Alors on s'était dit pourquoi pas une librairie francophone. Oui, il n'y avait pas encore de libraire francophone dans cette rue. Donc, et les gens étaient très accueillants, donc nous avons vraiment été si bien accueillis que l'illusion des choses possibles vivait en nous. Et d'ailleurs, c'était une très bonne chose aussi, qu'on soit venu là-bas avec tous ces livres. L'accueil était là, quoi. Oui, mais de toute façon, nous, on s'est toujours sentis chez nous, là-bas, et on a vécu... pas aussi longtemps qu'on aurait voulu, puisque nous, on comptait faire notre vie là-bas. Mais on a vécu dans ce quartier vraiment pas comme chez nous, mais comme des tailles. Comme des vraiment. gens. Tout comme à fait, vous y étiez. Oui, tout à fait, oui. Vous y étiez bien. C'était très particulier, oui. C'est pour ça qu'on avait ce coup de cœur et cette idée un peu farfelue de s'installer là-bas avec un projet aussi improbable. Parce que déjà, avant tout, le cœur y était. Et puis, Oui, et puis... Jacques Coeur disait à cœur vaillant, nul l'impossible. Nul n'est impossible. Oui. Et vous êtes resté combien de temps à Bangkok ? On est resté 3 ou 4 mois. D'accord. Le temps d'utiliser les visas qui nous étaient impartis et puis de se rendre compte que finalement le projet était voué à tomber à l'eau. Et concomitamment à cette prise de conscience que finalement ouvrir cette bouquinerie n'était vraiment pas possible, par un concours de circonstances favorable ou défavorable, je pense plutôt qu'il était favorable, c'est que nos visas de simples touristes là-bas expiraient. Donc nous avons dû sortir du pays et puis nous nous sommes retrouvés dans un autre pays et puis donc au fur et à mesure nous nous sommes dit que autant continuer, passer de pays en pays, et c'est comme ça que la dynamique du voyage a été engrangée en fait. C'était un concours de circonstances. En fait, il n'y a pas eu, quand vous êtes parti, un plan de voyage en vous disant, voilà, on va faire tel pays, tel pays, tel pays. En fait, après, c'est des concours de circonstances qui ont un petit peu, vous ont fait naviguer de pays à pays, quoi. Tout à fait, parce que nous, quand on était arrivés en Thaïlande, c'était vraiment pour y vivre, y travailler, générer de quoi vivre. On avait commencé à apprendre le thaï, on avait tout ce stock. Les difficultés administratives on a quand même fait des recherches poussées par rapport à cette idée de commerce. C'était expliqué dans le livre notamment. Et puis après, en effet, il y a eu cette question de visa qui était un changement politique assez rapide dans le pays, alors qu'on aurait pu rester plus longtemps. Et donc, on s'est dit, bon, passons la frontière, allons au Cambodge, et après, nous allons revenir en Thaïlande. Et au début, la première année, c'était toujours ça. C'était revenir chez nous, en Thaïlande, avec nos livres, nos amis, notre vie. Mais
Voilà, en fait, une logique qui était engrangée, que nous n'avions même pas soupçonnée, et puis qui était s'est peut-être faite d'elle-même. Imprévisible. Enfin, les changements politiques dans ces Oui. pays-là parfois sont rapides et imprévisibles. Et s'il y a un changement de politique au niveau des visas, vous ne pouviez pas le prévoir C'est d'ici, ça. quoi. Voilà, Vous aviez un visa de combien quand vous êtes parti? Au début, c'était 3 mois et justement Non, ou 3 mois, ouais. Renouvelable, il me semble. c'était c'était ça. C'était un certain nombre de mois et la loi disait qu'on pouvait les renouveler et finalement le changement politique a changé. Enfin, le changement de politique consistait à ne plus pouvoir renouveler ces fameux visas. Voilà. Donc l'herbe a été coupée sous le pied et on a dû vraiment sortir. Quoi. Voilà, et aussi l'autre concours de circonstances, c'est cette zone géographique très particulière, l'Asie du Sud-Est, donc des pays géographiquement qui ont une proximité, une certaine facilité dans l'obtention des visas, un coût de vie qui est très abordable, une ouverture aussi à l'étranger, à la personne qui vient. Et donc, en fait, tous les passages de frontière à frontière, au début, dans cette zone d'Asie du Sud-Est, se sont faits très facilement. C'est-à-dire qu'au début, on n'a pas eu du tout de problème à passer d'un pays à l'autre. Plus tard, oui. Mais au début, voilà, cette impression qu'on pouvait toujours aller ailleurs et aller voir ce qu'il y avait en face, de l'autre côté de la frontière, c'était quelque chose qui était vraiment réalisable. Et donc, ça nous a aussi grisé et emporté. Oui, après, ça vous a emporté jusqu'à Damas. Enfin, à la fin du livre, jusqu'à Damas. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, pour la première journée, on va en rester là. On va se retrouver demain parce qu'on a encore... là, c'était une première présentation un petit peu sur la genèse et la naissance de votre livre. Et puis, il y a tellement de matière, je pense qu'on va avoir de quoi... Il va bien nous falloir le reste de la semaine pour explorer un petit peu tout ça. Oui. Donc, je vous dis à demain et on laisse place à un petit peu de lecture. À demain. Anne et Laurent Champmassard, libraires envolés. On adorait l'endroit, surtout pour son cadre. Selon le principe communiste de collectivisation des espaces commerciaux, le hangar, en plus du restaurant, abritait non seulement une boucherie, mais aussi une boutique spécialisée dans les cérémonies nuptiales. Pour résumer, dans ce chouette bouge, on dînait avec d'un côté des carcasses de moutons suspendues et de l'autre des robes de mariée exposées tout froufrou dehors, de quoi ravir les ennemis du mariage arrangé pour qui les jeunes filles vont à la nuit de noces comme à l'abattoir. On approchait du restaurant. La table où on allait manger se dessinait dans la vitrine, entre un mannequin de demoiselle d'honneur et un billot, quand, sur le point de pousser la porte, on remarqua que quelque chose avait été laissé sur le trottoir. Un objet de forme carrée, comme un coffre ou un cercueil, recouvert d'une couverture, le Bory. La bête stationnait seule dans la nuit. À l'intérieur, le propriétaire du loup était assis en train de manger. Détail attendrissant, il avait respecté l'écriteau « Les animaux n'entrent pas ». Les grelots tintèrent, odeur glaireuse du sang, des abats, odeur synthétique de la mousseline sortie de sa housse, tout cela s'imbriquant sans se mélanger à la manière des yeux de graisse dans les ragoûts servis aux tables. À l'une d'elles, calotte en cuir sur la tête, mitaines en serrant la cuillère, bras, tronc, jambes enveloppées dans son manteau gras et collé, l'homme mangeait. À travers les carcasses de la boucherie et les robes de mariée, il gardait un œil sur son Bory resté de l'autre côté de la vitrine vaporeuse sur le trottoir. On s'assit à notre tour à la table, nappe blanc-rouge, songeant que le plus troublant, ce n'était pas que le vieil homme craigne qu'on lui dérobe sa charogne, rester dehors sans laisse ni antivol. Le plus troublant dans tout cela, me disais-tu, tandis qu'on décongelait nos mains autour du bol de soupe, la chose qui jetait réellement une lumière déconcertante sur le rapport que le cher Samarcandien entretenait avec son Bory, c'est qu'il avait disposé un sachet en plastique à côté de son assiette et qu'il bougeait les lèvres autrement que pour manger.
Tout en dévorant son ragoût, le vieil ouzbek parlait. Il parlait comme quand on prépare son repas à un bébé, en murmurant des promesses ou des mots affectueux. Et l'on comprit que cet homme, qui lançait de longues œillades paternelles à son loup mort resté sur le trottoir, lui mettait les os de côté. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.